Un peu de géographie. On voit au sud de la péninsule arabique se dessiner le Yémen, qui est séparé de l'Afrique par le détroit de Bab el-Mandeb. Nous sommes allés au Yémen à l'époque où la réunification n'était pas encore faite entre le Yémen du Nord et le Yémen du Sud. Sur cette carte des deux Yémens réunis, on voit la géographie physique du pays, avec à l'ouest une plaine côtière, stépique, voire désertique, ressemblant à l'Afrique, puis un plateau haut placé, puisque situé entre 2000 et 2500 mètres d'altitude, ce plateau est érodé de façon très importante, puis il redescend vers le désert, vers Marib et vers l'Empire vide. Voici notre périple. En arrivant à Sahana, la capitale, nous sommes allés un peu sur le plateau, visiter quelques villages, puis nous sommes partis vers le nord, vers l'Arabie Saoudite, jusqu'à Saada. Puis de retour à Sahana, nous sommes partis vers le sud, jusque Taez, sur le plateau toujours, puis nous sommes allés vers la plaine côtière, qui s'appelle la Tiama, jusque la mer Rouge. Puis nous sommes retournés vers Sahana pour prolonger vers l'est, vers Marib, et retour. Cette carte pour montrer la répartition de la population. Pas de surprise, le désert côtier est bien désert, le désert intérieur qui appartient à la péninsule arabique proprement dite est désert également, et toute la population se retrouve sur les hauts plateaux. S'il est vrai que le pays est extraordinaire et que les Romains l'avaient appelé l'Arabia Felix ou Arabie heureuse, déjà en 1990, le tourisme était bien difficile. En 15 jours, j'ai été mis en joue une fois, menacé d'un pistolet une autre fois. Nous avons subi une tentative de rançonnage en plein désert, mais rassurez-vous, nos deux chauffeurs étaient armés. Le premier véritable royaume du Yémen est le premier royaume sabéen de Marib, vers -1500. Selon les spécialistes, l'épisode biblique de la visite de la reine de Saba à Jérusalem auprès du roi Salomon date de la fin du Xe siècle et tendrait à montrer sa puissance. Les premiers jalons historiques avérés datent de -716, lorsque Moukarib, roi de Saba, paye tribut à l'Assyrien Sargon II. Il fonde l'empire sabéen avec pour capitale Marib. Finalement, au IIe siècle avant Jésus-Christ, s'unifient réellement les royaumes yéménites sous la domination de Saba. Une nouvelle ère de prospérité commerciale et caravanière s'ouvre grâce à deux facteurs majeurs. L'expansion croissante de l'Empire romain, qui, avec la prise de l'Égypte et de l'Asie mineure, offre un débouché commercial gigantesque, et d'autre part, le développement de la Chine et de l'Inde. Ensuite, l'Hadramaout ne peut empêcher l'Abyssinie d'occuper vers 200 à 275 les côtes du Yémen occidental. Dès 5 heures du matin, réveil par un concert d'appel à la prière. On imagine la ville silencieuse dont une bonne dizaine de muezzins se répondent les uns aux autres. J'adore ce réveil, je suis en Orient. Découverte de la ville à 2200 mètres d'altitude avec ses 106 mosquées.
Mes images et mes souvenirs datent de 1991. Sur le plan architectural, la ville conserve ses 6500 maisons du XIe siècle. C'était un véritable chef-d'œuvre régulièrement restauré. Pour l'arrivant, la vue de Sanaa est un choc. La ville ancienne, enserrée dans ses hautes murailles médiévales, semble surgie d'un livre d'images ou d'un conte de 1001 nuits. Le temps ne paraît pas avoir eu d'effet sur un ensemble urbain exceptionnel qui a su préserver sa spécificité et son mode de vie depuis plus de 2000 ans. L'architecture de Sanaa n'a pas d'équivalent au Yémen. L'élégance de ses bâtiments et leur décoration raffinée lui confèrent un statut unique au sein du monde arabe. Les maisons sont construites en pierre volcanique, ce qui explique leur résistance. Les fenêtres sont décorées d'un enduit blanc faisant le pourtour des fenêtres. Ici, un moucharabier. الملف قطفت في القد غير الربيع الدرمة يستوي هو الصدف. Allons nous perdre dans les souks. Ils se répartissent dans la ville en fonction des produits qui y sont vendus ou manufacturés. Ces hommes portent à leur ceinture la djembia, le couteau recourbé qui fait la fierté de leur propriétaire. Je pense que cet homme vend du khat, plante sédative puis euphorisante, largement consommée au Yémen. Les hommes principalement forment une boule de feuilles dans la joue avec ces feuilles après les avoir mâchées. Ces souks sont très industrieux. On voit ici le forgeron en plein travail, puis ici le marchand de djembia, qui est un commerce florissant puisque chacun a son couteau à la ceinture. Là, on devine à droite le dromadaire qui tourne toute la journée pour faire fonctionner ce moulin qui presse des graines de sésame. Souvent, il a les yeux bandés pour ne pas se rendre compte que son travail est bien avilissant. En périphérie des souks, quelques observateurs curieux. الملف قطفت في القد غير الربيع الدرمة يستوي هو الصدف واللي استوى فريت ابنت عاليه Ici, un homme dans son magasin mâche son khat. Il faut savoir que les voitures qui transportent le khat tous les matins de la montagne, parce que ça pousse en altitude, ces voitures sont les véhicules prioritaires par rapport à tout, en particulier par rapport aux ambulances. De la sorte, le khat arrive bien frais sur les étals du marché. الملف قطفت في القد غير الربيع الدرمة يستوي هو
سعر الجديد غير سعر القليل. Départ vers le nord avec visite d'un village dont les maisons sont particulières et impressionnantes. On remarquera ce bâtiment dont la forme est particulière, est construite en pierre de basalte de 2 couleurs, réalisant une décoration autour des fenêtres dont on voit qu'elles sont peu nombreuses et de petite taille. L'architecture est ici assez semblable, mais en haut avec des fenêtres plus larges correspondantes à la pièce qui s'appelle le Meufredge, qui est la pièce de réception dans ces maisons. Au Yémen, la maison est familiale. Au rez-de-chaussée, on empile les grains, les réserves et les animaux. Plus haut, les grands-parents. Plus haut, les chambres des parents et des enfants. Et pour terminer, en haut, les pièces de réception avec la vue sur la campagne. La pluviométrie étant faible dans ces villages, chacun de ces villages possède une réserve d'eau dans laquelle les gens viennent chercher de quoi faire la vaisselle et de quoi boire. Voilà, donc des citernes. Ici, une mosquée. On s'approche de Saada et on voit que la morphologie des minarets et des coupoles est différente. On s'approche de Saada, dont on voit la situation près de la frontière avec l'Arabie Saoudite. La ville est occupée de longue date par des musulmans zaïdistes. C'est partiellement ce qui explique la guerre au Yémen. On distingue ici le mur d'enceinte en pissé qui fait le tour de la ville avec des tours d'angle. On va voir que cette ville est construite entièrement en pissé, ce qui la distingue du reste du Yémen qui est construit en pierre volcanique. Outre le fait qu'elle soit construite en pissé, on voit que les fenêtres sont souvent entourées d'un badigeon à la chaux. Voilà cette très belle mosquée avec 2 minarets. On voit les coupoles parfois rayonnantes ou en mamelon. Malheureusement, il n'a pas été possible d'en visiter l'intérieur. À nouveau, ici, l'architecture particulière et la décoration de ces maisons en pissé. والغرف احذر
demi-tour, nous reprenons la route vers le sud. À travers ce nord du Yémen, il est interdit de s'arrêter sur la route sur environ 200 km, celle-ci étant relativement dangereuse. En fait, un marché nous a arrêtés quand même, un marché dans un endroit improbable, en plein désert. Seules quelques camionnettes et quelques étals sont présents ici, avec principalement des bouchers. À court de pellicule, je retourne à ma voiture pour changer ma pellicule et ressortant la tête de la voiture, je découvre tous ces personnages qui m'attendent à la sortie. On voit que celui de gauche est en train de me viser. Quels étaient leurs instincts et leur volonté, je n'en savais rien. Ma seule idée fut de prendre mon appareil photo et de les immortaliser sur ce cliché. Je n'en saurais pas plus. Je retraverse donc la route pour retourner au marché, dont on voit à nouveau des bouchers. Annie y achètera un magnifique bracelet à une femme dans le besoin. Comme on peut voir, la chèvre et le mouton sont bien représentés sur ce marché désertique. Sur la route, visite d'un village un peu en altitude. Beaucoup de ces villages ont été détruits par la guerre, mais mes photos datent de 1990, je le répète. Voilà donc l'entrée du village vue de l'intérieur. Les portes des villages présentent souvent une chicane. Les villages sont fortifiés. Bref, c'est dire la confiance qu'on avait dans les habitants du village d'à côté. C'est pareil pour les maisons qui semblent fortifiées. En fait, il existe peu d'ouvertures et seulement une petite porte pour y accéder. Nous partons cette fois dans la montagne avec nos deux vaillants 4x4 sur des routes escarpées. Comme tous les soirs, bivouac à la belle étoile, en fait avec une petite tente. Les nuits sont un peu longues. Mais dès le lendemain matin, Annie fait un peu de scolarisation à ces petits yéménites et qui lui montrent leur cahier. Les yéménites en question, ils partent, ils étaient prêts pour partir à l'école, on les voit rejoindre leur école qui est là-bas dans le fond de la vallée. Nous les accompagnons au milieu des champs en terrasse pour rejoindre ce village. Quand on parle de nid d'aigle,
on était effectivement accompagné par les vautours. Voilà, nous voilà repartis sur le plateau pour une destination pour l'instant inconnue. On peut constater l'aridité de ces montagnes et des champs qui ne présentent aucune verdure. Au milieu de celle-ci, parfois quelques bergeries de montagne qui nous ont permis de prendre un petit déjeuner. Voilà, à nouveau des champs en terrasse. Ceux-ci sont très larges, mais il y a des champs en terrasse qui mesurent moins d'1 mètre de largeur, avec un épi de maïs tous les 50 centimètres. Autant dire que la récolte est bien maigre. Voilà quelques vergers au niveau de ces hauts plateaux qui sont à près de 3000 mètres d'altitude. Et on redescend pour rejoindre un village. Ce village est celui de Tula, dont on voit ici les fortifications en périphérie et cette porte qui présente une chicane. Ce village est inscrit au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Malgré ceci, on voit que les abords du village sont le siège de détritus multiples. Le village de Tula est assis au pied d'une haute falaise. On en voit ici une maison importante. Ici, la réserve d'eau pour le village. On voit ici une mosquée dont le minaret est d'une grande simplicité. Tout le village est construit en basalte et grès. On voit sur la droite une des portes d'entrée de ce village. Les maisons sont particulièrement belles, avec donc ce grès et ce basalte qui réalisent la décoration, et elles sont caractéristiques, ces maisons, avec ces oculus arrondis et cette décoration assez riche que l'on ne retrouve qu'ici. Voilà une ruelle où on retrouve des maisons avec les mêmes caractéristiques et on voit les ouvertures qui sont extrêmement rares dans ces maisons. تجمعت فيه النفايس حبيبي. Voilà la maison ronde. Elle est unique au Yémen, mais on retrouve les mêmes caractéristiques avec l'absence d'ouverture significative au rez-de-chaussée, de pauvres ouvertures au premier et deuxième étage, et au troisième étage, le mafraj, c'est-à-dire les salles de réception de cette maison de maître. Après un petit repas sur le pouce, nous partons vers le sud, enfin nous prolongeons vers le sud, au-delà de Sanaa, jusqu'à la direction de Taïz, deuxième ville du Yémen. En chemin, dans la montagne, on retrouve à nouveau des champs en terrasse. À un moment, la route traverse une plaine où j'ai pu voir un dromadaire tirer sa charrue avec son propriétaire pour le guider, et la charrue est en bois, c'est-à-dire que c'est une arère en bois comme il existait au néolithique. Comme sur l'image précédente, on voit l'aridité des champs, leur largeur qui est modeste là où il y a un petit troupeau. Ici, la récolte de canne à sucre dans cette plaine-là.
Ainsi, une cinquantaine de kilomètres avant Taez, nous arrivons à Djibla. Elle est l'ancienne capitale des hauts plateaux de 1064 à 1138. La ville apparaît accrochée au flanc d'une montagne basaltique et prise par les gorges de deux rivières. La reine Arwa assuma les fonctions de chef d'État. C'est la seconde femme après Balkis, la légendaire reine de Saba, à avoir régné au Yémen. Elle transfère à la fin du XIe siècle la capitale de Sanaa à Djibla et la ville a connu un essor sans égal. La grande mosquée, construite sous le règne de la fameuse reine Arwa, de l'époque fatimide en 1088, où elle repose, est l'une des plus anciennes et des plus belles du Yémen. On peut y admirer, comme on va le voir, de beaux reliefs en stuc et un magnifique plafond décoré. لله ما يحوي هذا المقام تجمعت فيه النفايا. Les deux rivières sont bien sûr utilisées pour la toilette et pour la lessive. C'est un peu au-dessus de cette rivière que nous allons établir notre campement pour la nuit. Avant de partir pour le désert côtier et la Tiama, petit tour dans les souks de Taez. Ceux-ci sont relativement banals et ne présentent pas d'intérêt majeur. Sauf pour Annie qui a trouvé un magasin à sa convenance. Il faut donc descendre d'environ 2000 mètres d'altitude pour rejoindre cette Tiama en traversant une zone relativement tropicale où l'on fera une petite halte. Puis, départ pour la Tiama et la mer Rouge. On voit ici notre chauffeur qui mange du cat tout en conduisant pour se tenir éveillé. On voit ici que les abords de la mer Rouge sont particulièrement plats et désertiques. La petite ville la plus importante de la côte de la mer Rouge au Yémen s'appelle Mocha. C'est bien sûr d'ici que partaient des cargos chargés de café destinés à l'Europe. Mais la ville est quasiment détruite, le café n'étant plus exploité au Yémen, mais remplacé par le khat, cette plante qu'il mâchonne toute la journée. Voilà donc la côte de la mer Rouge, avec quelques boutres qui s'appellent ici des dos, qu'on retrouve également en face à Djibouti. C'est sur ce type de bateau que Henri de Manfred faisait ses voyages de trafic d'armes, de drogue, etc. On voit que tout au bord de l'eau, la végétation est tropicale. En dehors des boutres qui servent principalement au transport, on trouve également des pêcheurs sur la côte, au filet, et d'autres qui ont une petite embarcation. Je vais vous montrer dans un instant une autre embarcation particulièrement simple, puisqu'il s'agit de quelques morceaux de bois reliés par des ficelles. Et ce type d'embarcation, j'en ai vu exactement le même exemplaire
sur la côte de Coromandel, en Inde, au-delà de près de Pondichéry, va-t-on dire. Je vous laisse imaginer l'hôtellerie, donc voilà l'entrée de l'hôtel, qui est directement sur la plage, fait de cases séparées par des palmes. Anis est en fait un admirateur yéménite sur la plage où elle était en maillot de bain, panthère, faut bien dire. Les deux chauffeurs ont dormi près d'elle. Voilà ma chambre, c'est-à-dire mon lit, je dors encore dedans, les deux pieds dans la mer Rouge et la tête dans les étoiles. Inutile de vous dire qu'aucun bruit ne m'a réveillé pendant cette douce nuit tropicale. Cette chambre n'ayant pas de salle de bain, je vous montre ici la salle de bain commune à tous les résidents de l'hôtel. Donc il s'agit d'un seau, on puise l'eau comme vous l'imaginez dans le puits et on se la verse sur les épaules. Voilà, c'est simple mais ça marche pas mal. Après une petite pensée pour Henri de Manfred et pour Rimbaud, nous devons quitter l'Atiyama et il nous reste encore un peu de poussière à avaler pour nous permettre de rejoindre une petite ville inscrite au patrimoine de l'humanité qui s'appelle Zébide, dont on voit ici la mosquée, celle-ci ayant été construite, dit-on, du vivant du prophète, c'est-à-dire au 7e siècle. Zébide est l'une des plus anciennes cités du Yémen, dont elle a été la capitale entre le XIIIe et le XVe siècle. Son université était alors prestigieuse. Elle était une étape importante dans le commerce entre l'Afrique orientale et l'Asie. La construction traditionnelle prédominante est à base de briques de boue. Les maisons sont basses, généralement sur un seul niveau. La façade comporte une porte d'entrée et 2 fenêtres. Elle est souvent peinte en blanc à la chaux. Voilà donc l'intérieur de la cour de la mosquée, qui est à arcade, que l'on a pu visiter. Donc cette mosquée est donc extrêmement ancienne. Il faut savoir que c'est à Zébide qu'il y avait une université où l'algèbre aurait été inventée. Voilà l'université dont il s'agit d'une photo de 2020. Il faut savoir également que Zébide a été ôté du patrimoine de l'humanité vu son état de dégradation. Toujours dans la Tiyama, un peu plus au nord, se dresse une petite ville, Beit el-Faqih, dont le marché est très important. C'est le seul marché de la Tiyama. Toutes sortes de marchandises y sont vendues et vous allez voir que les femmes ici, contrairement au reste du Yémen, ne sont pas voilées, elles ont le visage découvert. لله ما يحوي هذا المقام تجمعت فيه النفايس حبيبي حاز اللطف والانسجام
واخواني مالوا عن طباع اللئام وزينوا تلك المجال والشمس غطت وجهها بالغمام كتغطية وجه العرايس. والروض لا باسم زهور الكيمة. On sent que c'est bientôt l'heure du repas et quelques friandises nous sont proposées. En fait, nous sommes allés manger dans une petite gargote dont on voit ici le four qui est dans la rue et où on fait cuire le pain sous le sable. Nous sommes toujours dans la Tiyama pour accompagner ce zébu jusqu'à sa dernière demeure et nous remontons sur le plateau à travers ces pistes bien endommagées pour retrouver les paysages d'altitude qui nous sont familiers et qui sont d'une beauté exceptionnelle. C'est à nouveau à la Belle Étoile que nous allons dormir au milieu de ces montagnes. On voit ici le camp que nous avons en cours d'installation en tout cas, avec les paysages que l'on voit par la fenêtre. Le lendemain, nous quittons donc notre bivouac et entre les villages, on va faire quelques rencontres de bédouins. Un petit café improbable, là-haut, dans la montagne, nous a proposé un verre de thé, enfin, on s'est payé un verre de thé, que l'on a bu dans la boîte de conserve, au risque de se couper les lèvres. Voilà donc quelques rencontres que l'on a fait sur notre chemin. Ici, un agriculteur avec sa hache et bien sûr sa djambia. Il faut dire que la djambia, si vous faites une incivilité, un vol ou autre chose, on vous supprime, le tribunal vous supprime votre djambia et c'est tout honteux et confus que vous allez vous promener sans cet élément essentiel à la vie d'un yéménite. On ne peut pas se lasser de voir ces paysages avec les villages perchés sur des pitons rocheux, quasiment inaccessibles. Ici, on dirait un gratte-ciel perdu au milieu de ces montagnes. Ce qui est curieux dans ces paysages, c'est que l'on se trouve toujours plus haut que les villages. Le plateau a été érodé et c'est au milieu de ces pics qu'ont été construits les différents villages. On les domine donc quasi tous.
arrivé à Manaka, qui est également une belle petite ville avec un marché qui est important dans les montagnes. Voilà notre repas du soir dans un hôtel, entre guillemets, avec le repas qui nous est servi par notre guide dans le Muffredge. S'en est suivi un petit concert de luth accompagné d'une danse du sabre par un de nos chauffeurs. حيرتك البز واخترت الملف قطفت سرقت غير الربيع. Voici donc à nouveau une porte en chicane qui permet d'entrer dans ce village. On voit que c'est bien défendu. Voilà donc un gros bourg avec un marché important. Je crois qu'il s'agit de la ville de Manaka. On y trouve bien sûr tout ce qui permet de faire la cuisine, mais également toutes sortes de produits qui permettent de pratiquer l'agriculture. Comme on peut l'imaginer, les prix ne sont pas fixes et les discussions sont toujours possibles si l'on veut obtenir un coq ou une poule. لله ما يحوي هذا المقام تجمعت فيه النفايس حبيبي حاز اللطف والانسجام حال الشمايل ضابي واخواني مالوا عن طباع اللئام وزينوا تلك المجال Ici, on voit une scène devenue rare. Un homme bat le mille avec un fléau. J'avoue ne pas avoir vu cette scène ailleurs. On voit que ces maisons yéménites sont très grandes, habituellement réservées à une personne. Peut-être se sont-elles agrandies avec l'agrandissement de la famille. Voilà une mosquée derrière laquelle une autre maison avec le Muffredge au sommet. Un petit espion à sa fenêtre dans un village où un verre de thé va nous être proposé par ce monsieur bien sympathique. لله ما يحوي
Nous arrivons ici dans le village qui m'a le plus frappé parmi tous ces villages yéménites. On voit les deux véhicules qui se trouvent dans une petite forêt qui est plantée certainement d'arbres acates. En effet, l'arbre acate pousse à 1500 mètres environ d'altitude, comme les caféiers. Et les caféiers ont tous été arrachés pour laisser pousser le cat. Il en est de même du thé qui pousse à la même altitude. Il n'y a qu'à voir le thé de Darjeeling, ça pousse à environ 1500 mètres. Ici, plus de thé, plus de café que du cat. Ce petit village fortifié de montagnes n'a qu'un seul accès. Imaginez que les hommes et les animaux doivent passer par cette immense dalle inclinée. C'est dangereux et fatigant, mais nous verrons cela demain matin. Voilà l'hôtel qui est prévu pour notre nuit en train de s'installer. Une petite veillée auprès du feu de bois nous réchauffera un peu avant d'aller sous nos tentes. Au petit matin, 3 garnements qui veillent sur le village sont venus nous saluer. Un homme et 2 enfants se dirigent vers leur village, dont on va voir tout à l'heure la porte. De cette muraille, on voit un paysage à couper le souffle sur les montagnes alentour. Et comme je l'ai déjà dit, tout est en bas. Il me revient une anecdote. Au petit matin, Annie avait laissé son livre de chevet dans notre tente, pendant la visite du village à la fraîche. De retour, plus de livres. On en fait part à notre guide, qui part informer le chef d'un village proche. De quelle façon le chef a réussi à retrouver le voleur, je ne sais, mais le gamin a dû passer un sale quart d'heure, car au Yémen, on ne vole pas. Et notre livre nous fut rendu 48 heures après, alors que nous avions quitté les lieux depuis longtemps. Voilà le petit homme qui se dirigeait vers son village, qui nous montre l'entrée de celui-ci. Sa maison est fermée par une clé, dont vous voyez la rusticité. Évidemment, pas un chat à l'intérieur du village. Voilà la cuisine d'une de ces maisons. À l'intérieur de ce village, j'ai vu une femme, une vieille femme, assise près de l'entrée de sa maison, dans le noir, donner la béquée, si j'ose dire, à sa vache, en lui donnant des morceaux de maïs qu'elle lui mettait directement dans la gueule. Devant l'émotion, je n'ai pas sorti mon appareil photo. Voilà ce que l'on pourrait appeler une des ruelles du village, passablement encombrée de gravats. À nouveau, quelques photos des villages et paysages que l'on peut voir de notre nid d'aigle. لله ما يحوي هذا المقام تجمعت فيه النفايا. Après une journée à crapahuter dans les djebels, on a observé ce pont qui doit bien avoir une dizaine de siècles. Puis nous sommes arrivés dans un village
où il convenait d'y passer la nuit. Voilà la porte d'entrée de ce village, et ici le Mofredj, la pièce toute en haut située, avec des fenêtres décorées, dans laquelle nous avons dîné. Vous avez l'habitude de mes hôtels, celui-là vous le connaissiez pas. Voilà notre chambre avec Annie, dans laquelle on a éparpillé pas mal de poudre contre les puces. Voilà ce que l'on a appelé ma salle de bain, qui fait également toilette, et en posant les pieds sur les deux marches des toilettes, on peut très bien prendre sa douche avec le seau. Inutile d'insister sur le robinet d'eau chaude. Nous quittons donc les montagnes pour nous diriger plein est vers le désert, le Roub el-Khali, qui veut dire en arabe l'empire vide. Se détachant sur l'horizon, nous découvrons l'ancienne ville de Marib, la Marib antique. Elle fut la capitale du royaume de Saba, probablement le royaume biblique de la reine de Saba. Récemment, un attentat suicide à la voiture piégée a été commis en 2007 contre un groupe de touristes qui visitaient un temple. Ceci causa la mort de 10 personnes. En 2020, une attaque de drones et de missiles vise une mosquée située près d'un camp militaire près de Marib, 116 morts, 148 blessés. Bien que notre voyage s'est réalisé en 1990, Marib n'avait pas attendu si longtemps pour être partiellement détruite. Petit restaurant permettant de nous substanter avant d'attaquer la visite des restes archéologiques. Dans ce restaurant, un homme s'est attablé, on voit des bonbonnes d'eau et sa ceinture, sa jambia et sa kalachnikov posées sur la table. Du village moderne, j'ai retenu cette image de ce dromadaire qui tourne autour du moulin, permettant d'écraser le mil ou d'autres céréales. On voit que l'animal a les yeux bandés, de telle sorte qu'il tourne en rond toute la journée. Pour aller voir le barrage, il convient de traverser le petit wadi. Le barrage était situé au débouché des montagnes et s'appuyait des deux côtés de la vallée. Il consistait en un ouvrage de 580 mètres de longueur pour 4 mètres de hauteur au moment de sa construction, vers 750 à 700 avant Jésus-Christ. Vers 500, il fut rehaussé par les Himyarites, les habitants d'un nouveau royaume remplaçant celui de Saba. Ces derniers rehaussent une nouvelle fois le barrage qui atteint 14 mètres de hauteur et ils développent les infrastructures d'irrigation. Malgré tous ces travaux de renforcement, il finira par céder à la suite de plusieurs tremblements de terre vers 570 après Jésus-Christ. Ancien État de l'Est du Yémen, dont la capitale était Marib, la prospérité de cet État était due au commerce des aromates. Entre 738 et 685 avant Jésus-Christ, il payait tribut aux Assyriens. Du 5e au 4e siècle avant Jésus-Christ, date des inscriptions en écriture subarabique et des monuments, dont le barrage de Marib que l'on vient de voir, et 2 temples à Marib. La prospérité déclina à l'ère chrétienne
À la suite de luttes entre tribus, Saba passa sous la domination des Himyarites au IIIe siècle après Jésus-Christ. Les deux photos qui suivent sont récentes. Elles témoignent des fouilles menées par les archéologues qui ont baptisé ce temple Maram Bilkis, en hommage à la mythique reine de Saba, en arabe Bilkis. Marib était riche grâce au commerce de l'encens et de la myrrhe. Vous vous souvenez que les rois mages avaient apporté au nouveau-né la myrrhe, l'or et l'encens. C'est dire que la myrrhe et l'encens avaient une valeur importante à cette époque-là et étaient utilisés pour les cérémonies religieuses, qu'elles soient égyptiennes, romaines, israélites ou grecques. Notre voyage yéménite se termine dans le désert du Roub el-Khali pour aller voir une ancienne cité caravanière qui était en fait un grand caravansérail qui permettait donc le transport des aromates vers l'Arabie du Nord et vers la Méditerranée. Donc on voit cette ville de Marrakech dont il ne reste que des ruines mais qui sont visibles néanmoins sur Google Earth. C'est en repartant de Marrakech que sur la route en plein désert, une voiture a tenté de nous bloquer. Dans quel but? Je n'en sais rien. Rançonnage très vraisemblable. Il faut dire que ce pays n'a jamais été très sécurisé. Déjà avant 1990, les nombreuses tribus locales armées étaient en rébellion contre le gouvernement. Si le Yémen, appelé il y a longtemps l'Arabie heureuse, est embourbé dans des conflits depuis une cinquantaine d'années, il s'est mu en véritable guerre en mars 2015. À l'issue de la prise du palais présidentiel et du contrôle de la capitale Sanaa par les Houthis, une fraction minoritaire du chiisme, appuyée par l'Iran et le Hezbollah libanais, le gouvernement yéménite de Hadi, d'abord replié à Aden, puis réfugié en Arabie saoudite, demande à Riyad, son soutien historique, de mettre en place une coalition de pays arabes voisins sous commandement saoudien pour combattre ces Houthis. Pour remettre Hadi en place, l'Arabie saoudite se livre à une guerre par procuration avec l'Iran sur le sol yéménite. Dans cette ex-Arabie heureuse, le nombre de morts, en particulier des enfants, ne se compte plus et il sévit une véritable famine causée en grande partie par les bombardements saoudiens. Le pays n'existe plus. Mais le but de ce film n'était pas de faire de la géopolitique locale, mais de montrer un pays qui a été merveilleux. لله ما يحوي هذا المقام تجمعت فيه النفايس حبيبي حاز اللطف والانسجام